Bien. Je vois pas le petit. Okay, it's just after 1 o'clock. Bien. Nous sommes juste passé 13 heures en Écosse et 14 heures dans le reste de l'Europe, et donc je pense que nous pouvons en effet commencer ce webinaire sur les montagnes intelligentes et comment les réserves de biosphère peuvent-elles contribuer au Green Deal. Alors, je m'appelle Martin Fry, je suis directeur du Centre des études des régions montagneuses, de l'Université des Highlands et Islands. Et je suis très heureux de pouvoir animer cet événement parce qu'il réunit deux réseaux qui ont des intérêts communs et avec lesquels j'ai collaboré depuis des années. Je suis sûr d'ailleurs que l'un des résultats de ce webinaire sera de montrer combien ces organisations ont des choses en commun. Alors, je suppose que beaucoup d'entre vous n'ont pas travaillé avec ces deux organisations, ou aucune des deux d'ailleurs, et donc je vais les présenter brièvement. Alors, Euromontana est l'association des régions de montagne d'Europe. Elle compte pratiquement 70 organisations membres dans 20 pays, dont ma propre université, et l'organisation vise à œuvrer à un développement durable des régions de montagne d'Europe en reconnaissant qu'elles ont beaucoup de caractéristiques distinctives, en ce compris des points forts et des points faibles. Tous les 2 ans, Euromontana organise ses assises. Et les prochaines assises auront lieu en septembre prochain. Et nous espérions que cela puisse avoir lieu en 2020, mais cela a été reporté à cause du Covid. Et donc, ce sera à Silla, la réserve de biosphère de Silla dans le sud de l'Italie. Et ce sera la première fois qu'un de ces grands événements européens aura lieu dans une réserve de biosphère. Et ceci nous amène ensuite au programme de l'UNESCO Man and the Biosphere, c'est-à-dire le programme MAB, qui a désigné, qui a considéré les réserves de biosphère comme des lieux d'apprentissage en matière de développement durable et en se basant sur le sens très fort de l'identité régionale et des objectifs communs des différents acteurs concernés qui souhaitent collaborer. D'ailleurs, nous allons en entendre davantage dans quelques minutes. Dans le cadre du réseau mondial des réserves de biosphère, qui comprend déjà 714 membres dans 129 pays, il y a 121 réserves de biosphère dans 23 pays. Alors, je sais que certains d'entre vous viennent de ces régions montagneuses. Eh bien, soyez les bienvenus à ce webinaire. Alors, comme le thème de la prochaine convention, ou les prochaines assises européennes sera les montagnes intelligentes, c'est le bon moment d'explorer les synergies évidentes entre les objectifs de Euromontana et du programme MAB en termes de durabilité et d'innovation. Et ce webinaire va peut-être servir de base aussi maintenant pour ces prochaines assises de septembre. Et au cours des 90 minutes qui viennent, nous voudrions vous montrer comment les objectifs communs d'Euromontana et du programme MAP s'alignent aussi par rapport à ceux de la Commission européenne. En particulier, dans le contexte du Green Deal, nous voudrions explorer avec vous la manière dont les réserves de biosphère peuvent encourager le développement économique durable, tout en préservant la biodiversité et peuvent aussi encourager vraiment une agriculture et une alimentation durable. Alors, il y aura 4 orateurs. Alors, si vous choisissez en fait participants, aussi si vous cliquez participants, vous pourrez choisir certaines options. Si vous cliquez, vous pourriez inclure votre organisation. Nous n'aurons pas seulement votre nom, mais aussi l'organisation. Et puis, deuxième point, d'un point de vue technique, c'est-à-dire si vous voulez poser une question plus tard dans le courant de la session de questions-réponses, s'il vous plaît, faites-en part dans le chat, dans le forum de discussion. Donc, voilà, alors sans autre part de procès, je vais poursuivre. Alors, il y a 4 orateurs et ensuite nous aurons le temps de la discussion, mais ce sera aussi après une petite vidéo. Et donc, je devrais dire que nous sommes tout à fait reconnaissants au programme MAB de nous avoir aussi permis de bénéficier des services d'interprètes. Et ainsi, nous pouvons travailler en français et en anglais en reconnaissant évidemment que pour beaucoup d'entre vous, ce n'est pas votre première langue non plus ou votre deuxième langue. Donc, nous serons tout de même très heureux de travailler dans ces deux langues-là. Et nous allons essayer de ne pas parler trop vite pour être sûr aussi que les interprètes puissent traduire tout ce qui se dit.
Voilà, alors, nous allons maintenant tout de suite passer à ce petit film. Voici Julie qui aime passer ses vacances en visitant son oncle George dans sa ferme. Et toute la région, d'ailleurs, vient d'être choisie par l'UNESCO comme une réserve de biosphère. Et Julie n'est pas trop sûre de ce que cela représente, en fait. Qu'est-ce que c'est, une réserve de biosphère? Est-ce quelque chose comme une réserve d'Indiens? Est-ce qu'on est obligé de se déplacer en carriole ou en carrosse? Non. Simplement, la réserve de biosphère va nous aider à mieux tenir compte de l'environnement sans endommager tout ce qui nous entoure. Ça ne veut pas dire qu'on va placer des clôtures, non, il faut simplement une interaction bien équilibrée entre l'être humain et la nature. Alors, l'oncle George a d'ailleurs découvert certains avantages pour lui-même, comme des possibilités de rendre sa ferme, son exploitation encore plus rentable, en utilisant mieux les possibilités que lui offre la nature et la région. Alors, pour l'oncle George, il n'y a pas grand-chose qui a changé et Julie peut continuer à jouer dans les champs, dans les forêts. Mais il y a quelque chose qui a changé, c'est-à-dire, Julie voudrait bien savoir ce que c'est. Eh bien, la réserve de biosphère propose maintenant de nombreuses nouvelles activités. Donc, Julie et les autres visiteurs peuvent maintenant explorer la région avec un ranger, comme on dit, et découvrir des plantes et des animaux. Évidemment, les hôtels, les restaurants et tous les commerçants locaux bénéficient de cette évolution. Aucun doute que toutes les questions sont vite balayées. Et cela donne lieu à des coopérations pour que tout le monde puisse participer au développement de la réserve de biosphère. Alors, Julie se dit, mais les réserves de biosphère, c'est très bien, c'est assez évident pour son oncle, puisque maintenant, elle peut travailler là où les autres passent leurs vacances. Et évidemment, les entreprises se développent fort bien. Dans une réserve biosphère, peut-être trouvera-t-elle elle-même un emploi là-bas. Pourquoi ne pas visiter une réserve de biosphère qui se trouve près de chez vous un jour? Il y en a plus que vous ne le pensez. Très bien. Alors, j'espère que cela vous donne une petite idée, une petite introduction par rapport à ce qu'est une réserve de biosphère. Évidemment, il y a beaucoup d'informations sur le site du programme MAP de l'UNESCO. Et la plupart des pays d'Europe ont aussi d'ailleurs un comité national de ce programme MAP. Et vous pouvez consulter tout cela dans votre propre langue. Donc, alors maintenant, je voudrais présenter le premier orateur. Il s'agit de Frank Vassen, qui est un représentant de la DG Environnement. Il travaille à l'unité de conservation de la Commission européenne et il s'attache beaucoup à la conservation de la biodiversité depuis des années. Donc, Frank, si vous voulez y aller avec votre présentation, voilà, nous sommes impatients. Oui, merci Martin pour cette aimable introduction et bon après-midi, mesdames et messieurs. C'est un plaisir pour moi de m'adresser à vous lors de cet événement organisé par Euromontana et le programme MAB. Alors, comme l'a dit Martin, j'ai travaillé principalement au cours de ces 10 dernières années par rapport à la législation communautaire en matière d'espaces naturels et autres, et j'ai aussi participé à la stratégie en matière de biodiversité de l'Union. Voilà, je passe à ma présentation, je vais la partager avec vous. Voilà. Voilà, je pense que vous pouvez voir mon écran maintenant. Et donc, oui, dans cette présentation, je voudrais parler de quelques aspects, pas tous les aspects, mais quelques aspects de la stratégie en matière de biodiversité de l'Union européenne pour 2030. Et puis aussi la stratégie de la ferme à l'assiette de l'Union européenne par rapport à des points qui sont intéressants pour vous, en particulier le réseau transeuropéen et puis les plans en matière de
restauration et d'étiquetage aussi de certains produits alimentaires aussi, et si nous avons le temps. Je parlerai peut-être aussi de notre stratégie en termes de besoins de financement, hein, donc de garantir un financement pour cette préservation de la nature, de la biodiversité. Et je vais vous dire comment nous allons nous y prendre. Et je dirai quelques mots du futur programme LIFE. Je suppose que beaucoup d'entre vous sont aussi intéressés par ce programme, qui est le seul programme qui est en fait tout à fait consacré dans le budget de l'Union au financement de la protection de la nature et de la biodiversité. Alors, premier aspect dont je voulais vous parler, c'est un aspect clé de la nouvelle stratégie en matière de biodiversité. Et il y a beaucoup de discussions à ce sujet pour le moment, c'est l'idée de la création vraiment d'un réseau nature transeuropéen. Et c'est aussi l'occasion peut-être de dire quelques mots de la nature en général au sein de l'Union européenne. Vous savez sans doute que tous les États membres font rapport tous les 6 ans de l'état des espèces, de l'habitat. Et nous attendons cela à nouveau. Nous en avons eu en 2019. Nous avons besoin de nouvelles données. Je pense qu'à terme, à long terme, il y a des évolutions positives par rapport à la restauration et à la récupération de certaines espèces, hein, les grands carnivores comme certains d'entre vous le savent, mais aussi les reptiles. Beaucoup d'animaux qui ont été persécutés au fil des siècles reviennent. Mais à part cela, il y a aussi des évolutions négatives. Et ces évolutions négatives ne sont compensées que très partiellement par des exemples positifs et par de bonnes pratiques, et en particulier dans la gestion de certaines réserves naturelles qui ont de bonnes expériences, qui montrent qu'avec les bonnes mesures, avec les bonnes ressources, en fait, la nature peut récupérer. Mais ça se déroule encore à une échelle bien trop petite. Donc, il faut vraiment augmenter nos efforts dans les années à venir. Et cela requiert aussi des ressources supplémentaires et une mise en œuvre correcte. Hein. Alors, quand on parle des régions de montagne, c'est un défi particulier. Ce défi est lié à l'état dans lequel on doit maintenir cette biodiversité très grande des régions de montagne en les rendant compatibles avec des exploitations agricoles. Et donc, il y a une difficulté, c'est de répondre à la question comment gérer les gens à la campagne, comment faire en sorte qu'ils continuent à exploiter leurs terres arables d'une manière qui soit compatible avec une préservation de la nature qui existe là aussi en tant que telle. Il y a évidemment d'autres pressions, hein, comme la pollution, évidemment, certaines espèces invasives. Le changement climatique est aussi en bonne place à l'ordre du jour. Et donc, nos choix en matière de conservation de la nature, en particulier par rapport à la restauration d'habitats riches en carbone, c'est toute une discussion et c'est aussi une question qui doit nous intéresser en particulier pour les régions de montagne. Et parfois, il y a d'ailleurs des conflits par rapport à la restauration de certaines régions forestières aussi. Autre problème que l'on a constaté récemment avec la crise du Covid, c'est que la pression sur les touristes est forte parce qu'il y a une demande par rapport à la nature et dans certaines régions, beaucoup de régions, l'offre est inférieure à la demande. Et donc je pense que c'est un point important également pour, disons, que l'on pense à des régions plus vastes consacrées à la détente et au tourisme en Europe. Oui, bien sûr qu'on ne peut pas considérer la stratégie en matière de biodiversité et nos objectifs de manière isolée. Et dans une certaine mesure, les objectifs que je vais présenter doivent aussi être considérés dans un contexte international en particulier, quand on doit quantifier des objectifs pour des régions protégées. Hein. Il y a pas mal de problèmes auxquels on peut penser. Et l'Europe devrait montrer l'exemple et on a l'ambition de le faire. Cette transparence-ci, c'est ce que dit la stratégie
sur la nature transeuropéenne de ce réseau. Alors, il y a beaucoup de fragmentation, c'est clair. Il y a beaucoup de petites régions et il y a encore certaines déficiences scientifiques. Certains habitats ne sont pas assez couverts, si on veut. Et l'objectif n'est pas toujours attentif à ces questions de détail, mais considère des objectifs globaux. Donc, par exemple, 30% des terres de l'Union, 30% des mers devraient être sous protection légale, mais en outre, un tiers de ceci, 10% donc, devait être strictement protégé. Donc voilà. Mais globalement, ceci est un objectif qui exige de nous qu'il faudrait tout de même un réseau cohérent, transeuropéen, d'ici à 2030. C'était ce qui était dit dans cette stratégie. Il faut évidemment une gestion effective, c'est clair, mais il faut une mise en œuvre aussi active des intentions, mais il faut aussi améliorer nos connaissances pour mieux suivre le progrès et essayer d'atteindre nos objectifs. Est-ce que nous les atteignons d'ailleurs? Et en plus de ces 30%, peut-être faudrait-il plus de corridors écologiques pour inverser la fragmentation donc, que l'on constate quelques dizaines d'années. Il y a des infrastructures comme des autoroutes ou d'autres grosses infrastructures, mais qui créent effectivement des problèmes de connectivité entre différentes régions naturelles et qui aboutissent à l'extinction de certaines populations. Alors, par rapport à tous ces aspects, la stratégie reste assez générale. Ce qui veut dire qu'il faut vraiment davantage préciser ce que représentent ces différents aspects et comment il faut les interpréter. Et qu'est-ce que représente la protection, par exemple? Donc, on est en train de développer des indicateurs, des instructions qui devraient être prêts en 2021. On est vraiment en train de les mettre en œuvre. On a reçu beaucoup de commentaires par rapport au premier projet qui a été discuté avec les États membres en octobre. Et nous aurons des discussions encore dans les mois qui viennent, de sorte, espérons-le, à la fin de 2021, nous aurons des documents finalisés. Donc voilà, on va se concentrer sur notre focus au sein de la Commission pour les régions protégées. Et donc, par rapport à la directive, je pense que c'est la première fois que nous, à la Commission, nous avons un regard plus large, pas seulement pour Natura 2000, mais par rapport à des régions protégées au niveau national. Nous commençons, en fait, sans avoir une série de données tout à fait cohérentes. Nous avons une série de données, mais il faut encore nettoyer ces séries de données. Toutes ces régions ne sont pas encore des régions protégées et toutes ces régions protégées ne sont pas encore dans ces données. Donc, il nous faut faire des efforts pour clarifier quelle est vraiment notre base d'activité. Nous savons que nous avons un certain pourcentage. Si on considérait tout, on aurait 26% des régions européennes déjà protégées, ce qui voudrait dire qu'il nous faut 4% encore pour arriver à 30% de notre objectif. Mais il nous faudra probablement plus. On ne sait pas exactement combien. Et évidemment, on aura aussi de nouvelles régions qui devront être désignées. Nous ne savons pas encore combien. Et la stratégie donne quelques éléments par rapport aux critères qui devraient être utilisés et comment. Et tout cela va être précisé dans les mois et les années à venir. Alors, la stratégie précise qu'il faut porter une attention particulière aux zones restaurées. Alors, il faut aussi tenir compte du lien avec le changement climatique que j'ai déjà mentionné. Et la stratégie dit aussi qu'il ne s'agit pas seulement des zones légalement protégées. Il peut y avoir d'autres concepts, comme par exemple les
d'autres mesures efficaces basées sur la zone, les fameuses OECM basées sur la Convention sur la biodiversité. Et en fait, il y a probablement plus de potentiel d'un travail sur des approches qui ne sont pas nécessairement l'approche juridique. Par exemple, la conservation privée des terres. En Europe, actuellement, on établit beaucoup de contacts avec les partenaires internationaux qui travaillent sur cette conservation privée des terres. Et bien sûr, il faut aussi définir ce qu'est un engagement à long terme, la durée minimale des contrats. Donc, il y a beaucoup de questions encore à résoudre. Un autre aspect controversé de la stratégie, c'est l'idée selon laquelle au moins un tiers de toutes les zones protégées, c'est-à-dire minimum 10% des zones terrestres et maritimes de l'Union européenne devraient être strictement protégées. Donc la stratégie dit que la protection stricte signifie que les processus naturels ne sont pas perturbés, ce qui n'est pas nécessairement incompatible avec certaines activités humaines, mais en gros, cela exclurait tout type d'extraction de ressources et peut-être aussi la chasse et la pêche. Et c'est pour le moment une des grandes discussions que nous avons avec les États membres et d'autres parties prenantes. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, il s'agit ici de ce dont il s'agit lorsqu'on parle de zones strictement protégées, mais la question essentielle, c'est de savoir s'il s'agit de zones protégées qui doivent être laissées à elles-mêmes, c'est-à-dire comme par exemple les forêts primaires, toutes les forêts anciennes restantes, les zones importantes d'autres écosystèmes riches en carbone. Ça pourrait aussi inclure certains habitats qui dépendent de la gestion, qui ont besoin d'une gestion, mais cette gestion serait uniquement basée sur les exigences de la conservation naturelle. Par exemple, une zone herbeuse ou un pâturage qui serait complètement consacré à la conservation de la biodiversité ou dont la gestion ne serait pas un compromis entre la biodiversité et des considérations agronomiques ou agricoles. Donc, ce serait une zone strictement protégée qu'on ne toucherait pas. Alors, j'ai déjà mentionné que nous devons travailler sur l'efficacité de la gestion de ces zones protégées. Dans une première étape, il est clair et la stratégie le dit que toutes les zones protégées devront avoir des objectifs de conservation et des mesures de conservation clairement définies. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique? Bon, il y a des détails sur lesquels nous allons conclure des accords rapidement. Mais un point intéressant, c'est de voir comment cela se relie au concept des réserves de la biosphère. Donc, je pense que ça vaut vraiment la peine de suivre ce débat de très près et les aspects que je couvre ici sont des aspects qui ont déjà été mentionnés. En fait, les réserves de la biosphère sont des zones qui sont désignées en vertu des compétences nationales, en vertu de la juridiction nationale. Alors, il y a des zones de transition et des zones tampons qui ont des définitions claires, mais qui bénéficient aussi d'un certain degré de protection contre la détérioration. Donc, ça peut compter, elles peuvent compter dans ces zones, dans ces 30%, donc cette cible de 30%. Il y a donc dans ces réserves de la biosphère, elles ont des zones centrales qui sont strictement protégées en vertu de la législation nationale. Donc, ça, il s'agit de l'objectif des 10%. Et elles doivent avoir aussi des objectifs de conservation clairement définis. Donc, ce sont des problématiques que vous voudrez peut-être regarder de plus près au cours des prochaines années, comme par exemple, dans quelle mesure la stratégie de la biodiversité peut-elle contribuer au développement des réserves de la biosphère et vice-versa, dans quelle mesure les réserves de la biosphère peuvent-elles contribuer à la stratégie européenne pour la biodiversité. Moi, je mentionnerai que ces zones
donc c'est 10% par État membre, mais c'est un objectif au niveau de l'Union européenne. Il y a une certaine flexibilité, mais ça crée aussi une certaine difficulté parce qu'il y a toujours cette tendance de certains États membres à dire pas dans mon jardin, pas chez moi. Mais en tout cas, du point de vue scientifique, c'est un objectif qui fait sens et il n'est pas réaliste que les États membres, d'envisager que tous les États membres, particulièrement les peu peuplés, puissent vraiment réserver, protéger strictement 30% de leur territoire. Donc, la flexibilité est importante. Alors, ce processus, donc, l'orientation est encore en cours d'élaboration. Elle devrait être prête d'ici fin 2021. Ça fait partie de la discussion cadre dans le groupe d'experts sur la directive, donc le NADEG. Alors, c'est un processus de séminaire. Nous allons promouvoir les échanges d'informations et de connaissances entre les États membres. Alors, c'est quelque chose que nous faisons depuis presque 3 ans, mais pour l'avenir, à partir de maintenant, nous allons davantage nous concentrer sur les objectifs de protection de la biodiversité. Donc, ce sont toujours des objectifs mouvants, des cibles mouvantes, mais nous voulons utiliser le processus des séminaires biogéographiques. Donc, les États membres doivent se réunir au niveau biogéographique pour discuter de ces problématiques. Et ça, ce sera le véhicule, le moteur principal des projets réalisés par rapport à l'objectif des zones protégées. Donc, il y aura des progrès déjà au cours des prochaines années. Alors, cette image vous montre le chevauchement entre les zones de montagne européennes et les régions biogéographiques. Donc, les montagnes en rouge. Alors, une information importante ici, c'est que les zones de région, de montagne ne correspondent pas exactement aux zones biogéographiques. Donc, il y a la Belgique, le Luxembourg, le Massif central, la France. Donc, ce ne sont pas des zones alpines, mais ce sont des zones montagneuses. Donc, nous devons voir comment nous faisons correspondre la réalité sur le terrain avec des régions biogéographiques qui, quelquefois, sont quelque peu artificielles. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que le passage croissant aux réunions en ligne et les coûts réduits de ces réunions, donc en ligne, faciliteront l'adaptation au contexte spécifique des régions montagneuses. Alors, ici, c'est un des habitats qui est un des habitats qui régresse le plus au sein de l'Union européenne avec un déclin important, surtout dans des régions qui sont victimes d'abandon des terres. Donc, on voit vraiment ici la géographie de l'Europe centrale. Il y a aussi certaines zones montagneuses du sud de l'Europe où cet habitat est présent. Et chaque point représente une certaine zone de cet habitat sur un site donné de Natura 2000. Alors, tout cela peut être également élargi au réseau transeuropéen. Donc, alors, un autre point important pour le réseau transeuropéen, c'est qu'il ne s'agit plus seulement des espèces et des habitats de la directive nature, il s'agit de la biodiversité au sens le plus large. Donc, on peut vraiment utiliser toutes nos connaissances sur les espèces et les habitats lorsque nous parlons de la définition de priorité parmi les zones, de la priorisation des zones. Alors maintenant, je voudrais vous parler un peu du plan de l'Union européenne pour la restauration de la nature. Il ne s'agit pas seulement de protection, mais aussi de restauration. Nous sommes déjà à un stade où nous n'arrivons pas à maintenir le statu quo pour des espèces et des habitats qui sont dans un très mauvais état de conservation. Donc, il s'agirait d'inverser cette situation. Donc, il n'y a pas de date limite, il n'y a pas de délai fixé, mais avec ce plan de restauration de la nature, nous voulons vraiment favoriser une restauration plus active, pas seulement à travers Natura 2000. Mais l'objectif, comme on l'a dit ici, l'objectif de restauration de la nature de l'Union européenne, c'est l'objectif des espèces et des habitats en vertu de la directive oiseaux, outre tous, y compris tous ces habitats qui requièrent une gestion active.
Alors, la stratégie dit que, elle demande aux États membres d'assurer qu'il n'y a pas de détérioration dans les tendances de conservation et l'état de conservation de tous les habitats et les espèces protégées d'ici 2030. En outre, les États membres vont devoir assurer qu'au moins 30% des espèces et des habitats qui ne sont pas actuellement dans un état favorable de conservation soient dans cette catégorie ou montrent une forte tendance positive. Alors, c'est possible d'éviter toute détérioration ultérieure d'ici 2030 en prenant des mesures bien spécifiques. Donc, pour éviter que les tendances et l'état de conservation de tous les habitats et les espèces protégées ne se détériorent pas davantage. Mais donc, la deuxième mesure est intéressante, celle qui concerne les 30% d'espèces et des habitats qui ne sont pas dans un état favorable. Donc, des efforts suffisants doivent être entrepris au cours des 2 prochaines années pour que d'ici 2030, nous puissions mesurer la récupération, la reprise de ces espèces et de ces habitats. Et ça, c'est vraiment en accord avec la logique de la directive Oiseaux et Habitats. Donc, ce n'est pas limité à Natura 2000 parce que il y a beaucoup de ces espèces et de ces habitats qui ne se retrouvent pas dans cette directive. Donc, il y a des besoins de restauration et de gestion qui se trouvent à l'extérieur, qui ne sont pas dans la portée de Natura 2000. Et la stratégie dit aussi que la Commission et l'Agence européenne pour l'environnement offriront des orientations aux États membres, des recommandations en 2020 pour sélectionner et travailler sur les espèces et les habitats qui en ont le plus besoin. Alors, il n'est pas nécessaire de mettre en place un cadre de surveillance nouveau. Il suffit d'utiliser les mécanismes de surveillance et de communication qui existent déjà en vertu de l'article 17 de la directive Habitat et l'article 12 de la directive Oiseaux. Donc, nous vous demandons aux États membres de déjà présenter un rapport d'ici 2030 pour que nous puissions voir si les objectifs fixés pour cette date ont été atteints ou pas. Mais il s'agit en gros d'une poursuite des systèmes de surveillance et de communication déjà existants. Alors, cet objectif s'applique à tous les États membres individuellement. C'est-à-dire que cette amélioration de 30% s'applique à tous les États membres de manière individuelle. Donc, cela ne couvre que les espèces et les habitats qui sont protégés en vertu de la directive Oiseaux et Habitats. Et cela couvre bien sûr les espèces d'oiseaux aussi en vertu de la directive Oiseaux. Franck, est-ce que vous pourriez accélérer? Par contre, l'accélération, ce n'est pas très bon pour l'interprétation. Une remarque de l'interprète. Je ne pense pas que nous devions rentrer dans les détails. Je voudrais juste dire qu'il y a un certain nombre de critères qui sont liés à la biodiversité et aussi liés aux objectifs climatiques. Il y a d'autres objectifs en vertu de cette stratégie. Donc, ces objectifs seront discutés au cours du processus. Il y aura toute une série de processus de suivi pour aider à mettre en œuvre les objectifs. J'ai mentionné déjà les processus des séminaires biogéographiques. Bien sûr, il y aura un soutien qui sera offert dans le cadre du programme LIFE. Alors, je sais que cet aspect-ci vous intéresse. Donc, l'étiquetage alimentaire dans le cadre de la stratégie de la ferme à l'assiette. Alors, la stratégie de la ferme à l'assiette inclut toute une série d'aspects intéressants. La Commission examinera des manières d'harmoniser les exigences vertes volontaires et créera un cadre d'étiquetage qui couvrira des aspects nutritionnels, climatiques, environnementaux et sociaux des produits alimentaires. Alors, elle envisagera de proposer l'extension ou l'élargissement des indications d'origine ou de provenance obligatoires sur certains produits alimentaires. Et l'Union européenne mènera le travail sur la définition de normes durabilité internationale et sur l'empreinte environnementale et les méthodes de calcul de celle-ci. Donc, l'idée, c'est de faciliter la tâche aux consommateurs au moment de choisir des régimes alimentaires sains et durables dont leur santé bénéficiera et dont l'environnement bénéficiera. Alors ici, il y a 2 éléments importants.
En 2022, la Commission prévoit une révision de la 3e réglementation sur l'offre d'informations alimentaires aux consommateurs. Et il y a aussi une réglementation qui est en cours. On va réviser 3 aspects. Et ça, c'est en cours jusqu'au 3 février 2021. Alors, en 2024, la Commission prévoit une proposition d'un nouveau cadre, une nouvelle législation cadre pour un étiquetage alimentaire durable. Alors ça, c'est un changement de paradigme à la Commission parce que jusqu'ici, s'agissant de l'étiquetage alimentaire, on accordait surtout de l'importance à la sécurité alimentaire et au bien-être animal. Donc, c'était assez limité. Et grâce au Green Deal, maintenant, on reconnaît clairement que la portée de l'étiquetage alimentaire doit être élargie et cela inclut la durabilité environnementale et les aspects socio-économiques. Donc, je pense qu'ici, il y a vraiment la possibilité de gagner quelque chose pour les zones de montagne en Europe et aussi pour assurer une production alimentaire plus durable qui soit compatible avec la conservation de la nature et qui permette aussi de garder la population dans les campagnes. Donc, on en est toujours au stade de l'annonce. On y travaille dans la DG concernée et la consultation publique aura lieu plus tard. Mais en tout cas, c'est un travail intéressant pour vous au cours de ces prochaines années. Combien de temps me reste-t-il? Je ne vous entends pas, Martine. Vous avez déjà dépassé le temps qui vous était imparti. Donc, si vous pouviez, s'il vous plaît, être très rapide sur ce dernier point. Bon, je serai très rapide, alors je mentionnerai simplement que nous avons un autre processus qui est probablement très intéressant pour vous. Il s'agit d'encourager les États membres à identifier beaucoup mieux leurs besoins de financement pour la gestion et la restauration en vertu des directives oiseaux et habitats à l'intérieur et à l'extérieur de Natura 2000. C'est ce qu'on appelle les cadres d'action priorisés, les PAF. Et nous les avons reçus de la part de la plupart des États membres et ils montrent que les besoins financiers pour la pleine mise en œuvre des directives oiseaux et habitats s'élève probablement à 30 milliards par an pour toute l'Union européenne au cours des 7 prochaines années. Donc, c'est le double du montant que nous avons réservé pour cela. Mais cela inclut aussi des besoins de protection des espèces, en particulier les grands carnivores, etc., à l'extérieur de Natura 2000. Et nous utilisons cette information aussi, c'est 13 milliards par an, pas 30 milliards par an, mais 13 milliards par an. Et donc, c'est un outil très important pour nous. On en discute avec les autorités nationales et c'est un outil important. Donc, ces cadres d'action priorisés, c'est très important pour montrer vraiment quels sont les besoins en matière de protection. De conservation de la nature. Et finalement, le dernier point, c'est le programme LIFE. Le nouveau programme LIFE vient d'être adopté et il reste dans la même veine de ce que nous avons fait jusqu'ici, mais il y a quand même un petit élargissement, une extension. Donc, cela n'inclut pas seulement la directive oiseaux et habitats, mais clairement les nouveaux objectifs de la stratégie de la biodiversité pour la restauration et l'amélioration qui ouvre un peu les possibilités dans le cadre du programme LIFE. Alors, on a aussi ouvert la possibilité d'un taux de cofinancement plus élevé. Nous l'avons étendu à des espèces qui sont soit dans un état de conservation défavorable ou mauvais ou qui sont même des espèces en danger. Donc, il y a toute une série d'habitats qui ne sont pas couverts par la directive Habitat, qui sont dans une situation très fragile et qui seraient éligibles pour des taux de cofinancement plus élevés. Je vais m'arrêter ici. Je n'ai plus de temps, mais en tout cas, je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition si vous souhaitez me poser d'autres questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Frank. Et d'ailleurs, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de projets qui concernent les montagnes et beaucoup d'opportunités aussi. Nous aurons du temps donc pour des questions. Alors, si vous avez des questions,
indiquez-les dans le chat et nous y reviendrons par la suite. Nous allons passer à notre autre oratrice, Meriem Bouamran, qui est économiste de l'environnement et spécialiste de programme. Et elle est là depuis 2001. Elle est maintenant chef de section pour l'écologie et la biodiversité et elle coordonne aussi le réseau Euroman, le réseau le plus ancien et le plus important. Et elle est aussi responsable des programmes de recherche et de formation sur l'accès à l'utilisation de la biodiversité, l'utilisation des réserves de biosphère en tant que site de recherche et de démonstration. Et une partie de sa famille vient des Alpes françaises, d'une zone très similaire à celle d'où provient M. Petit. Je donne la parole maintenant à Meriem qui va parler français. Merci beaucoup. Effectivement, je vais parler français, qui est ma langue natale, et puis aussi pour soulager les interprètes anglais. Merci beaucoup à Marie Otto, la directrice de Remontana, et à Martin Price d'avoir organisé cet événement. Je voulais juste peut-être resituer notre conversation dans la crise que nous traversons depuis bientôt 1 an et se dire que notre discussion, elle est vraiment utile pour réfléchir ensemble sur ce qui est en train de nous arriver collectivement à l'échelle de la planète et comment nous, à l'UNESCO, à travers notamment le réseau mondial des réserves de biosphère, mais également mes collègues qui travaillent sur les géoparcs au patrimoine mondial et dans d'autres territoires, comment on peut collectivement adresser ces crises qui sont aussi des opportunités de transformation. Et par rapport à l'enjeu d'aujourd'hui, de voir comment les réserves de biosphère, particulièrement dans les zones montagneuses, puisque ça a été dit par le précédent intervenant, il y a une très forte biodiversité, il y a des enjeux économiques et sociaux, comment on peut contextualiser cette discussion dans cette crise que nous traversons. Pour nous, à l'UNESCO, c'est très important qu'on montre bien qu'en fait, on a actualisé, on a pris conscience, en tout cas on l'espère depuis le Covid-19, de l'interdépendance que nous avons les êtres humains, les uns avec les autres. On est très connectés et ce qui se passe à un endroit du monde, on le voit bien, affecte maintenant toute la planète, ce qui veut dire que nous, ce que nous faisons à l'échelle individuelle, communautaire, familiale, nationale, ça affecte d'autres personnes que nous. Ça me semble essentiel de prendre conscience de cette interdépendance humaine, cette collectivité humaine, et également de nos relations les uns avec les autres et en relation avec ce qu'on appelle la nature, et qui pour certains semble extérieure à l'humain, au vivant. Et pour d'autres, l'être humain fait partie du vivant. Et c'est un peu la position du programme MAB et des réserves de biosphère depuis 50 ans, puisque cette année, on célèbre les 50 ans du programme MAB. C'est vraiment de se dire que nous, les humains, on fait partie du vivant et qu'on est une espèce en interaction avec d'autres espèces. Et du coup, on a une vision holistique depuis le début dans le programme MAB, qu'on expérimente et qu'on traduit en actes très concrets avec des êtres humains qui sont très réels. Et je salue tous les collègues du MAB. J'ai aperçu des amis et des collègues sur le chat déjà, de tout le réseau MAB. Des êtres humains qui, depuis 50 ans, démontrent que dans tous les écosystèmes, donc particulièrement les montagnes, c'est complètement possible de réconcilier la conservation avec le développement, que ce ne sont pas des objectifs qui sont antagonistes, qu'à l'échelle d'un territoire, qui est une réserve biosphère, on peut tout à fait avoir des objectifs de conservation d'espèces, d'écosystèmes, de pratiques aussi culturelles et de savoir, tout en se développant et en ayant une vie économique et sociale et culturelle. Et je pense que cette crise du Covid-19 aussi nous a rappelé l'importance des liens que nous avons en tant qu'êtres humains, des liens sociaux, des liens économiques, et que dans un territoire comme une réserve de biosphère, particulièrement dans des zones montagneuses ou d'autres, on peut très bien tisser des liens, comme la biodiversité et le tissu vivant de la planète, qu'au sein de territoires comme les réserves de biosphère, on tisse du lien
économique et sociale. Et c'est pour ça que je me réjouis qu'aujourd'hui, on ait avec nous le chef triplement étoilé Laurent Petit, grâce à notre partenariat avec l'association Chefs pour la planète, parce que ce sont en fait les acteurs, tous les acteurs, tous les êtres humains qui sont concernés par ces enjeux de conservation de la biodiversité. Et on a tous un rôle à jouer, et j'espère que Laurent Petit, tout à l'heure, pourra partager son expérience en tant que chef étoilé et en tant qu'être humain, tout simplement. Et comme Filippo Lenzirini pourra aussi partager l'expérience italienne des réserves de biosphère. Mon propos, c'est que c'est très important, et on est en train de négocier internationalement des objectifs chiffrés, l'a rappelé Frank Vassen, d'avoir 30% de surface protégée, d'avoir peut-être 10% strictement protégée. Mais ce qui est pour nous fondamental à l'UNESCO, c'est qu'on se rende bien compte que si c'est pour protéger 30% de la planète et que les 70 autres pourcents, on continue à détruire ou on ne crée pas une relation avec le vivant ou la biodiversité, ça ne sert à rien. Donc, les réserves de biosphère, c'est vraiment des lieux de vie. Ce sont des territoires de vie vivants où on peut concilier, encore une fois, conservation et développement. Et partout sur la planète, dans tous les écosystèmes, les êtres humains ont appris à gérer, à vivre, à comprendre comment ça fonctionnait. Et c'est ce savoir et cette connaissance que j'espère qu'on pourra partager avec vous, avec l'Union européenne. On serait très intéressés de coopérer davantage et de valoriser tout ce qui est fait déjà dans les réserves de biosphère dans l'Union européenne, mais dans le monde entier. Et aussi mettre en avant des acteurs inspirants qui démontrent déjà, comme le chef Laurent Petit, que ce qui est fondamental, c'est de modifier nos relations avec le vivant. Et ça passe par le partage de valeurs, qui sont des valeurs que nous avons au programme MAB, qui sont notamment de célébrer la vie et le vivant et de se rassembler autour d'un bon repas, mais également de trouver des solutions ensemble et de se rendre compte de cette interdépendance et de cette interconnexion. Donc ça veut dire que l'enjeu, c'est d'avoir cette approche holistique que nous, on teste dans les réserves de biosphère, de la partager au-delà des frontières des réserves de biosphère pour que le monde entier, si cela est possible, et pour nous c'est l'objectif, vive comme dans une réserve de biosphère, ça veut dire réconcilie dans la vie quotidienne de tous les jours le lien avec le vivant, le lien avec la biodiversité, sans qu'on ait besoin de mettre sous cloche ou de séparer spatialement la biodiversité de l'être humain. L'être humain est aussi capable de protéger, l'être humain est aussi capable d'être un gardien du vivant. Et je pense que fondamentalement, c'est ce que souhaiterait l'UNESCO à travers tous ses programmes d'éducation, culture et à travers son réseau unique de sites. Et le lien avec la nature et le lien avec l'agriculture est fondamental parce qu'on s'est rendu compte aussi pendant la crise de l'importance des besoins fondamentaux qui sont de se nourrir, d'avoir ces liens sociaux, de se rencontrer, d'avoir ce lien humain et de manger. Et quand on a la chance, comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui, je pense tout le monde, de pouvoir se nourrir, il faut vraiment s'interroger d'où vient cette nourriture qui nous permet d'être vivants. Et donc le lien avec le sol, avec la terre, avec les agriculteurs, avec les producteurs, avec les restaurateurs qui transforment cette beauté et ce vivant, et qui arrive dans nos assiettes. Donc l'initiative de l'Union européenne, elle est très importante pour nous. On aimerait vraiment y contribuer, on le fait déjà, et j'espère que M. Frank Vassen verra à travers l'intervention de Filippo Lenzerini et de Laurent Petit qu'on a beaucoup à contribuer, non seulement au niveau de l'Union européenne, mais aussi au niveau du réseau mondial. Fondamentalement, ce genre d'exemple concret qui touche le quotidien de tout le monde, partout sur la planète. On mange tous les jours si on a de la chance. Reconnecter cette nourriture qui passe par notre corps vivant, qui vient du vivant, je pense que c'est très important comme message que chacun sur cette planète, y compris dans les villes, y compris là où travaillent les grands chefs étoilés le chiffre de planète, il y a un lien avec le vivant. Ça passe par des réglementations et des politiques pour créer des espaces protégés et des réserves de biosphère qui incluent des aires protégées, mais qui ne sont pas fondamentalement des aires protégées. Elles vont au-delà, elles sont beaucoup plus holistiques. Elles incluent des grandes villes. Hein. On a comme la capitale de Dublin en Irlande qui fait partie d'une réserve de biosphère, ou Wienerwald en Autriche.
très important pour nous à l'UNESCO que l'être humain prenne responsabilité vis-à-vis du vivant, se sont concernés partout où il habite, pas seulement dans des aires protégées ou dans des natures emblématiques, mais partout où on habite. Et c'est un peu le message qu'on porte, nous, au MAB et lors de ce 50e anniversaire. Donc, ce côté humain, changer le récit d'une humanité qui détruit la nature et la planète, cohabiter différemment avec les autres espèces du monde vivant et inspirer par l'exemple au sein des réserves de biosphère avec des acteurs qui sont des êtres humains comme vous et moi, des fermiers, des enseignants, des producteurs, des jeunes qui habitent et vivent dans ces territoires. Donc, je voulais vraiment faire passer ce message de l'interdépendance, de l'interconnexion, de traiter ensemble le changement climatique, la biodiversité et la lutte contre les inégalités, de dire aussi que c'est possible, qu'on est déjà en train de le faire, nous, avec le et ça depuis 50 ans, qu'on a des leçons à partager, des pratiques. Et je vais terminer avec ce côté humain de l'UNESCO et ce côté inspirant, je l'espère, à travers 2 vidéos qui ont été faites, une en Italie, dans les Alpes, et aussi une en France, pour vous montrer, elles ont été faites par les personnes qui vivent et habitent dans les réserves de biosphère. C'est leur propre créativité et d'avoir l'espoir d'investir dans cette créativité humaine pour complètement changer le récit, complètement transformer nos relations avec le monde vivant, pas mettre la biodiversité à côté seulement ou dans des aires protégées, mais au centre de nos actions et de nos décisions. Donc, Marie, si tu peux faire passer les 2 films, je vous remercie. Je t'ai prise de court un petit peu. D'accord, merci beaucoup. Et vous pouvez retrouver toutes les vidéos sur notre site. Entre le Luberon et la montagne de Lure, la coopération collective nous engage sur des projets pour la protection de la nature, la gestion de l'eau et des forêts, le géotourisme, les économies d'énergie, l'éducation du public, mais aussi le soutien à l'agriculture locale. Au restaurant scolaire du village de Cadenay, Éric Prado, le chef, accueille chaque jour 300 enfants. Ça, c'est des pommes qui ne sont pas calibrées. Il achète les produits frais en direct aux producteurs locaux comme Nicolas Mallet. L'opération De la ferme à ta cantine, lancée en 2009, permet aujourd'hui aux enfants de 30 communes de manger régulièrement des produits locaux. Les vrais légumes, c'est là où il y a toutes les vitamines. C'est hyper important pour les enfants. Ma réserve de biosphère is proud to share. Ciao, sono Christian. Ciao, sono Daniel. Ciao, sono Luca. Benvenuti nella riserva di biosfera UNESCO Alpi Ledrense e Iudicaria. Alpi Ledrense e Iudicaria, una natura rigogliosa, paesaggi curati e creati dall'uomo, antichi borghi, tradizioni, enogastronomia e vita all'aria aperta. La riserva di biosfera Alpi Ledrense e Iudicaria, racchiusa fra le Dolomiti e il lago di Garda, rappresenta un'importante sfida per la comunità locale verso la sostenibilità. La mia riserva di biosfera è orgogliosa di condividere. Merci beaucoup, Myriam, pour cette présentation et pour les vidéos. Pour ceux d'entre vous qui ne participent pas aux biosphères, aux réserves, c'est une série de films ici, hein, qu'on partage sur YouTube. Il y a beaucoup d'exemples, hein, qui viennent du monde entier. Excusez-moi, je dois tousser. Voilà.
Alors, nous allons passer à notre orateur suivant, c'est-à-dire Filippo Lanzarini. Alors, Filippo a créé une entreprise qui s'appelle Punto Tre, et c'était en 2003. Alors, sa société se concentre sur des stratégies de développement durable pour des régions protégées, mais d'autres aussi qui ont vraiment une valeur culturelle et autres très importante, en particulier les réserves de biosphère en Italie. Nous lui avons donc demandé aujourd'hui de présenter vraiment un projet très intéressant qui s'appelle Upvivium. Voilà, j'espère que je l'ai bien prononcé. Oui, merci beaucoup, Martine, pour cette présentation et bon après-midi. Mesdames et messieurs, je suis très fier de faire partie de ce webinaire très intéressant et de vous présenter un projet dont je pense qu'il pourrait être considéré comme une bonne pratique et pourrait aussi peut-être être développé dans d'autres régions. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Upvivium, c'est un concours gastronomique de la ferme à l'assiette, si on veut, ou de la fourche à la fourchette. Et donc, nous allons partager cela par rapport à certaines réserves de biosphère en Italie. Alors, on va parler d'abord du contexte. Alors, les réserves de biosphère italiennes, ce sont des lieux où il y a vraiment une certaine excellence culinaire et des produits agricoles de haute qualité. La plupart de ces produits sont aussi étroitement liés à la conservation des paysages et de la biodiversité, parce que nous avons beaucoup d'espèces animales ou végétales différentes qui sont toujours vivantes simplement parce que les gens là cultivent justement ces mêmes espèces et leur permettent de survivre. Le problème, c'est que très peu de restaurants dans nos réserves de biosphère cuisinent ou assurent la promotion de ces produits locaux. C'est un problème, notamment d'un point de vue économique, parce que ces produits sont très importants, même pour le développement durable, justement, des communautés locales. Alors, la genèse de Upvivium, elle est déjà ancienne. Le premier projet a commencé en 2008, en fait. Et c'est tout au début, en fait, le promoteur du projet, c'était un directeur d'un parc national. Et puis en 2015, cette même région, plus ou moins, est aussi devenue une réserve de biosphère. En 2016, alors, donc, il y a eu l'organisation à Langhirano, dans un château, un atelier international qui s'appelait le label réserve de biosphère, par des produits de haute qualité et par la gastronomie. L'idée, c'était de transformer ce projet local de concours gastronomique pour en faire vraiment un projet impliquant d'autres réserves de biosphère italiennes ou européennes. L'année suivante, 2017, a été lancé Upvivium, grâce aussi à la collaboration et au soutien de la communauté italienne. Qu'est-ce que c'est Upvivium? On peut dire que Upvivium est en fait un petit réseau de réserves de biosphère. Lors de la dernière édition, c'est celle de 2019 malheureusement, maintenant, parce que l'année passée, en 2020, le projet a été interrompu du fait de la pandémie et donc il a été annulé. Mais lors de la dernière édition, donc en 2019, donc, 5 réserves de biosphère ont été partenaires du projet. Et ces régions sont très différentes parce que nous sommes allés du nord, donc Alpi Ledrenzi et Giudicaria, donc nous sommes passés à la partie centrale plutôt,
de l'Italie jusqu'à Isole di Toscana, qui était bord de mer là. Et puis, on a eu la participation aussi de Silla, qui se trouve au sud de l'Italie, région de montagne importante, donc, qui va d'ailleurs accueillir les prochaines assises d'Euromontana en septembre prochain. Et donc, ces régions sont différentes, mais elles sont tout de même unies par une vision commune, c'est-à-dire la vision du développement durable. Alors, lors de la dernière édition, il y a eu plus de 100 producteurs de produits alimentaires, et toute une série de restaurants qui ont participé à ce concours pour obtenir ce prix national et qui voulaient donc devenir lauréat de ce concours. Alors, le principal objectif de Vivium, il y en a plusieurs. Donc, on peut dire que le plus important, c'est d'encourager l'utilisation de produits locaux par les restaurants. Et notre idée, c'était que pour un proche avenir, tous les restaurants utilisent surtout des produits locaux. Et nous pensons que c'est important, justement, de faire prendre conscience aux restaurateurs de la valeur de ces produits alimentaires et leur demander de promouvoir cette valeur parmi leurs hôtes, leurs clients. Et ceci doit promouvoir le patrimoine gastronomique qui, dans de nombreux cas, est le résultat aussi d'une politique de conservation de la biodiversité telle qu'elle est cultivée et exploitée dans les exploitations agricoles. C'est une nouvelle forme de créer une relation avec la gastronomie. Comme tout autre concours, Vivium a des règles simples. Bon, tout d'abord, le concours est basé sur un plat qui doit être accompagné par une boisson. Normalement, ça devrait être du vin, mais la bière ou le jus de fruits sont également permis. Alors, en second lieu, la seconde règle, c'est que le plat doit contenir un produit local au moins choisi sur base d'une liste établie par chaque réserve de la biosphère. Ces produits locaux doivent représenter une contribution à la conservation cultivée de la biodiversité, à la protection du paysage et au développement durable. La troisième règle, dans le plat, il ne peut pas y avoir de produits qui viennent de très loin, donc plus de 1000 km, donc les produits doivent venir au maximum d'un rayon de 1000 km. Il ne peut pas y avoir des produits qui ne soient pas de saison dans ce plat. Et d'autres produits qui ne sont pas permis sont des produits provenant d'espèces rares ou menacées. Et la quatrième règle, les techniques pour préparer le plat doivent éviter tout gaspillage alimentaire. Alors, quel est le mécanisme d'évaluation ? C'est assez facile parce que il y a une période assez longue pendant laquelle les gens ont la possibilité de goûter les plats dans les restaurants de chaque réserve de la biosphère et voter en ligne directement pour leur plat favori. Donc, en utilisant leur smartphone, s'ils le souhaitent. Alors, sur base de ces votes en ligne, certaines équipes. Donc, les équipes sont composées de producteurs alimentaires et de restaurateurs. Donc, sur base des votes en ligne, certaines équipes participent à une finale locale au niveau de chaque réserve de la biosphère où un jury technique sélectionne le gagnant local. Et finalement, tous les gagnants locaux participent à la finale nationale où, encore une fois, un jury technique, mais aussi un jury de journalistes spécialisés effectue la classification finale et sélectionne le gagnant au niveau national. Alors, normalement, nous commençons le projet par la formation des restaurateurs participants. Certains
spécialistes, professionnels spécialisés, expliquent aux restaurateurs comment utiliser de la meilleure manière, de la manière la plus durable, les produits alimentaires locaux. Et ensuite, les gens peuvent goûter les plats et voter en ligne. Normalement, ces plats sont disponibles dans les restaurants pendant le week-end. Au printemps, les réserves de la biosphère organisent les finales et ça, c'est fait en coopération avec les écoles de restauration locales. Donc, il y a aussi une participation des jeunes, de futurs chefs. Et en juin, c'est le moment de la finale nationale. La finale nationale est organisée à l'ALMA, qui est l'école internationale de cuisine italienne. C'est une école très importante et très célèbre. Et c'est aussi un des partenaires officiels de Parme, qui est une des villes créatives de l'UNESCO pour cette stratégie. Alors, dans ce projet, la communication est très importante. C'est la raison pour laquelle nous gérons plusieurs outils de communication différents. Je dois dire que lors de la dernière édition, les journaux locaux, nationaux, la télévision ont accordé beaucoup de place aux résultats du projet. Alors, l'écho du projet, on peut dire que chaque réserve de la biosphère doit contribuer aux activités communes en termes de coûts, donc contribution au coût. Alors, nous avons eu plusieurs réserves de la biosphère qui ont participé et environ 8 000 € ont été la contribution de chaque réserve de la biosphère italienne qui ont participé. Donc, ils ont aussi participé à l'organisation de la finale nationale, rémunération du jury, à la communication sur le site web du projet et bien sûr au financement du prix destiné aux gagnants, des prix destinés aux gagnants pour les finalistes. Alors, chaque réserve de la biosphère peut décider combien elle souhaite investir pour organiser les projets à leur niveau locaux. Disons que ça varie entre 5 et 10 000 €. Alors, ensuite, tout d'abord, notre ambition, c'est de pouvoir organiser Vivium encore une fois. Ou à nouveau, plusieurs fois. Nous voudrions l'organiser en septembre 2021, mais nous devons voir d'abord évidemment comment évolue la pandémie. Et pour le moment, nous n'avons pas de certitude. Notre ambition, c'est évidemment d'élargir le réseau pour impliquer d'autres réserves de la biosphère. Pour le moment, nous avons reçu de la part d'autres réserves de la biosphère italienne la demande de participer à Vivium. À l'avenir, nous pensons que ce serait très intéressant d'envisager ce projet aussi à l'étranger. Et nous voudrions stimuler la popularité de Vivium. Nous réfléchissons à la création d'une collaboration avec une des émissions télévisées les plus célèbres en Italie en matière d'alimentation. Et bien sûr, nous devons augmenter le nombre de restaurants et de producteurs alimentaires impliqués parce que c'est ainsi que nous allons pouvoir vraiment avoir des résultats et avoir un véritable impact sur la durabilité. Et finalement, petit à petit, lors des prochaines éditions, nous voudrions aussi favoriser d'autres critères de durabilité, mettre en place d'autres critères de durabilité pour le projet, pour le concours. Donc, si vous voulez en savoir davantage sur Upvivium, vous pouvez nous suivre sur notre site web www.upvivium.it. Et vous pouvez bien sûr m'écrire aussi à l'adresse à l'écran si vous souhaitez davantage d'informations. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Filippo.
Et je suis sûre que nous sommes tous et toutes impatients de goûter ces plats délicieux là où ils sont préparés à l'avenir. J'espère que nous aurons cette possibilité dans un avenir relativement proche. Et maintenant, notre dernier orateur sera Laurent Petit. Je voudrais vous le présenter. C'est vraiment un exemple vivant de ce que Filippo vient de nous présenter. Donc, il est le chef d'un restaurant Michelin, 3 étoiles au Michelin dans les Alpes françaises. Et il représente tous les aspects de cette région, pas seulement l'alimentation, la boisson, mais le lieu d'où il vient. Et nous l'avons invité parce qu'il est membre de Chef pour la planète. Chef for the Planet, un réseau d'information et de solutions mondiales pour la gastronomie durable. Et cette coalition internationale se consacre à l'action climatique, à la protection de la biodiversité et de l'environnement et à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Elle soutient la transition vers l'agriculture biologique et les circuits alimentaires courts et l'amour des bonnes choses partagées entre les générations, les amis et les cultures. Et c'est effectivement de cela que nous avons parlé aujourd'hui. Monsieur Petit, nous vous écoutons. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui. Eh bien, en effet, moi simplement, alors je n'ai pas le retour, je pense que c'est normal. Simplement, j'ai une certaine idée de la gastronomie. Ah, c'est gênant, je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend très bien. Ok, merci. Très bien. Voilà, merci. En fait, ce que je veux dire, le message que j'aimerais faire passer, moi, bon, tout ce qui a été dit me parle beaucoup, en effet, et la présentation qui est faite me paraît très, très claire, très intelligible. Simplement, moi, ce que je voudrais témoigner en vous disant qu'on peut atteindre l'excellence gastronomique et en fait, par-delà ça, la gourmandise. Et que la gourmandise, c'est une clé pour que tout le monde ait les yeux ouverts et une véritable lecture de tout ce qui nous entoure, donc de la nature, du vivant, de tout ce que vous venez de dire. Parce que moi, j'ai fait un cheminement très long. Je suis installé depuis 28 ans à Annecy, en effet. Et j'ai mis un certain temps avant de réellement avoir une lecture poussée de mon environnement, donc du vivant, de la nature. Et lorsqu'on arrive à réellement lire cette nature, à la comprendre, à la toucher, et donc du coup à l'interpréter, à l'exprimer, tout devient plus clair, tout devient plus simple. Et c'est ce que j'appelle la simplicité. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir le guide Michelin en France qui est vraiment en train de cristalliser tous les restaurateurs, parce qu'il y a vraiment un mouvement très fort. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les gens reconnus par le guide Michelin, dès qu'ils sont étoilés, aujourd'hui, il y a véritablement un propos qui est proche de la nature. Et ça, ce n'était pas le cas, ne serait-ce qu'il y a une dizaine d'années, quoi. Donc, on a réellement une progression, une prise de conscience collective, notamment des chefs cuisiniers, des restaurateurs, des hôteliers et tous les prestataires de services qui sont attachés à notre métier. Ça, c'est un premier constat. Et après, moi, je veux dire aussi voilà, qu'on peut vraiment… moi, j'ai obtenu 3 étoiles Michelin avec un propos géographique très, très réduit et finalement très large. Réduit parce que je suis à moins de 100 km de mon restaurant. En plein été, je suis à moins de 20-30 km. Et avec ça, on arrive réellement, une fois de plus, en ayant les yeux ouverts, on arrive vraiment à transformer, à transcender le moindre produit dans sa plus grande simplicité. Et on va l'emmener justement à cette simplicité, quoi. Peut-être je vais vous donner un exemple, comment j'ai créé ma tarte millefeuille aux choux qui a obtenu 3 étoiles en effet en 2019. C'est un plat qui est devenu un peu emblématique. C'est un plat qui est de saison, je veux dire de saison en ce moment, c'est pour ça que j'en parle. En ce moment, par exemple, les choux verts sont encore dans les jardins. La pêche sur le lac d'Annecy, sur les lacs alpins, est fermée pour les salmonidés. Mais il s'avère qu'avec un peu d'anticipation, j'ai pu créer cette tarte avant la fermeture de la pêche, lorsque je me suis rendu compte qu'il commençait à y avoir des œufs de poissons formés, voilà, ou à peine formés, mais qui commençaient à se former, et que cela me donnait la date prévisible de la fermeture de la pêche. J'ai donc transformé la ferra fraîche, le lavaret, la ferra, donc c'est salmonidé,
en salaison, en fumaison, pour avoir le produit pendant la fermeture de la pêche. J'ai donc transformé, salé aussi, condimenté mes œufs de poisson pour en faire une sorte de caviar. Et puis après, je me suis amusé à interpréter le chou vert dans sa plus grande simplicité. Et là aussi, en l'exprimant à travers une tarte, des mots qui parlent à tout le monde. Et lorsqu'on associe tout ça, ça nous donne cette tarte millefeuille au chou. C'est donc une succession de feuilles de chou qui est dans une grande épaisseur qui va donner vraiment une sensation de millefeuille en bouche. Tout ça sur une pâte très friable. Voilà, servi avec, donc agrémenté de cette fer à fumer, de ce poisson fumé, de ces salmonidés fumés qui vont emmener une longueur, une complexité en bouche. Et puis la gourmandise va être apportée par une sauce qui est faite avec les œufs du Lavaret ou de la Ferrat. Voilà, ça c'est pour vous dire, et ça à un moment donné, ça donne un grand plat parce qu'on est dans une simplicité, dans une simplexité, parce qu'en effet, il a fallu réfléchir à comment structurer cette tarte, comment la monter, comment la construire. Mais finalement, quand elle arrive devant le client, devant nos hôtes, c'est simplement, on pourrait imaginer que c'est simplement une tarte au chou. Voilà. Sauf qu'il se passe réellement quelque chose. On obtient ce qu'on appelle le waouh en matière de cuisine. Et là, on peut dire qu'on atteint un grand plat. Et finalement, avec quoi? Avec le produit sauvage que j'ai sur place, voilà, dans mon lac d'Annecy, avec le chou que j'ai simplement dans mon jardin. Voilà. Et donc, des exemples comme ça, il y en a plusieurs. Voilà. Notamment, je fais un travail sur une racine d'endive. Bon, le monde végétal me parle beaucoup, vous l'avez compris. C'est pour ça que je suis en phase avec tout ce que vous êtes en train de dire. Et c'est vraiment cette lecture qu'il faut avoir. Voilà, on peut faire des tas de choses aussi avec une betterave. On peut, en plein été, obtenir une salade qui va devenir merveilleuse simplement en prenant les fleurs d'aromates. C'est-à-dire, on laisse pousser les aromates. Certes, la feuille est intéressante, mais la fleur est, au niveau saveur gustative, est décuplée par rapport à l'aromate. Donc, des petites choses comme ça qui font le bonheur de notre vie, parce que quand on fait simplement manger des choses aussi simples, qui viennent d'être cueillies à l'instant, bien sûr, on est dans l'éphémère, on est dans la pure fraîcheur, d'un seul coup, ça devient géant dans la bouche et du coup, une véritable émotion se crée. Voilà, moi, c'est mon idée de ce contact avec la nature. Et donc, derrière tout ça, bien sûr, aussi des producteurs, des hommes, des gens passionnés. Et ce que je voudrais vous dire comme message, c'est que moi, j'ai mis bien une vingtaine d'années à comprendre ça. Mais lorsqu'on ouvre les yeux, lorsqu'on lit la nature, lorsqu'on écoute la nature, lorsqu'on comprend la nature, ce que vous appelez la biodiversité, je pense qu'on l'a tous autour de nous. Il faut simplement voilà, ouvrir les yeux et grand les oreilles. Et d'un seul coup, tout devient très simple, très magique. Et alors, voilà, à travers le prisme de la gastronomie, on peut aller très loin. Donc aujourd'hui, un grand produit pour moi aujourd'hui, c'est simplement un chou vert ou une chose aussi simple que ça, ou une racine d'endive. Voilà, je ne sais pas si je peux vous dire autre chose, mais voilà, on peut atteindre l'excellence puisque ça a été reconnu chez moi pour mon plus grand bonheur. Et je vous redis, aujourd'hui, le guide Michelin est un véritable témoin. Vraiment, elle fait vraiment avancer les choses en cautionnant, en validant cette jeunesse. Et il y a vraiment beaucoup de trentenaires. Et le guide Michelin, vous savez, il sort en France, il sort lundi à midi. Et vous verrez, amusez-vous à décortiquer les nouveaux étoilés. Je suis persuadé, et pourtant je ne sais rien d'avance, bien sûr, que ce sera tous des gens qui sont réellement en phase avec la vie d'aujourd'hui, la vie qu'on devrait tous avoir, en tous les cas, nous les restaurateurs. Et du coup, ça emmène une clientèle qui devient de plus en plus sensible à tout ça. Aujourd'hui, on a une vraie clientèle réellement intéressée intellectuellement par ce propos culinaire, bien avant toutes les idées reçues qu'on pourrait avoir sur la gastronomie ou les faux semblants. Je ne sais pas si je dois vous dire autre chose, mais voilà un peu mon témoignage sur l'approche de la nature, quoi, après quelques années de métier. Je ne vous entends pas. Merci beaucoup. Merci. Je crois que nous avons eu une série de présentations très intéressantes cet après-midi. Je pense que tout cela nous a donné faim d'ailleurs, après vous avoir entendu décrire ce merveilleux plat et j'espère que vous avez tous déjeuné avant le début de ce webinaire.
Il y a une chose à laquelle je n'avais pas pensé, mais une chose en commun entre Euromontana et Euromed, c'est que nous avons ces buffets fantastiques qui sont produits avec tous les produits locaux, soit des endroits provenant des endroits d'où viennent les membres d'Euromontana ou qui viennent des zones où se trouvent les réserves de la biosphère de montagne. Je n'en étais pas vraiment conscient jusqu'ici. J'y ferai attention dorénavant. Mais la nourriture n'est pas tout. Et il y a beaucoup d'autres manières de relier les environnements locaux, la biodiversité. Mais voilà, je pense que j'ai assez parlé. Il y a pas mal de questions qui se posent. Merci à tous ceux qui ont envoyé des questions. Donc, nous en avons de la part de Filippo, de la part de Franck. Si vous avez d'autres questions, s'il vous plaît, pouvez-vous les mettre dans le chat ou lever la main plus tard. Filippo, pouvez-vous nous dire quelque chose sur les histoires, la narration de votre projet? Vous avez parlé de l'histoire qui était racontée au début de votre présentation. Oui? Alors, l'idée, c'est que les restaurants ont la possibilité d'établir des rapports, des relations avec de nombreuses personnes. Les touristes, très souvent, ne connaissent pas la région. Ils ne connaissent généralement pas l'histoire de la nourriture de ce territoire. Donc, il ne s'agit pas seulement… Donc, ce concours que nous organisons nous permet non seulement de donner de bons plats à déguster, mais nous permet aussi d'expliquer à nos invités l'histoire de l'alimentation et les encourager aussi à rendre visite à l'exploitation agricole, d'où vient ce produit qui les intéresse, les éléments du plat qu'ils ont dégusté. Et donc, ça nous permet de raconter l'histoire du produit alimentaire, l'histoire de la région. À travers l'histoire du produit, on raconte l'histoire de la région, du territoire. Ça ressemble très fort à ce que fait M. Petit aussi. C'est une vraie synergie. Merci. Alors, je pense que je vais peut-être je vais un peu passer d'un orateur à l'autre avec les questions. Franck, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose? Vous avez parlé en fait de mesures qui sont basées sur certaines régions. Alors, est-ce que les biosphères, en fait, est-ce que la biosphère ou les réserves comptent sur ces mesures? Ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas vraiment y répondre. Je pense que c'est l'un des problèmes qu'il faudra encore définir plus avant dans les mois qui viennent. C'est pour cela que je vous proposerai de participer à toute cette discussion, à tous ces débats. Il est clair que la stratégie dit qu'il ne faut pas nécessairement que ce soit pour les régions légalement protégées selon la législation de l'Union européenne. Hein. D'autres régions peuvent être concernées. Et en fait, le concept initial, c'était des régions indigènes protégées. Il s'agissait des forêts équatoriales hein, avec des peuplades indigènes protégées. Mais finalement, la conservation peut s'étendre à beaucoup plus de choses. Il y a des organes privés qui peuvent être impliqués et qui peuvent participer par certains échanges financiers ou autres et participer à l'engagement qui est pris pour la protection à long terme, plus ou moins à long terme. En fait, nous explorons le concept pour le moment. Et bon, c'est vrai que cela pourrait s'appliquer aux réserves de biosphère, en fait, mais je pense que le concept de région protégée peut s'appliquer aussi à des réserves de biosphère si c'est suffisamment souple. C'est une question. On n'a pas encore conclu. Quand on pense à 30% de régions protégées, c'est très ambitieux. Hein, donc, il faudra probablement une certaine flexibilité pour y arriver. Et la stratégie dit, ben oui, les régions protégées telles que définies dans le cadre de ce concept devraient au moins avoir des objectifs de conservation clairement définis. Ça ne veut pas dire que ça doit être une région protégée au sens classique. Non, il faut juste des objectifs. Et voilà. Je veux dire, il est probablement prématuré d'en discuter aujourd'hui, mais en même temps, je vous inviterai
à continuer à participer aux discussions. Mais bon, je prends cela comme un message, c'est-à-dire il y a peut-être là une opportunité d'inclure effectivement les réserves de biosphère dans notre stratégie. Myriam voudrait faire un commentaire. Oui, juste pour dire que ça fait effectivement partie des discussions qui sont en cours dans le cadre de l'accord post-2020 de la CBD, de voir si la catégorie réserve de biosphère peut être dans ces autres mesures de conservation, parce que, comme on l'a dit, hein, les réserves de biosphère, c'est au-delà d'aires protégées. Ça peut comprendre des aires protégées, principalement dans de nombreux pays qui sont l'aire de conservation, l'aire centrale, ce qu'on appelle dans notre jargon. Mais en fait, ça comprend des territoires qui ne sont pas des territoires classiques de conservation dans les catégories IUCN ou dans la législation. On a aussi beaucoup de sites Natura 2000 hein, qui sont dans les réserves de biosphère. Donc, l'enjeu, c'est pour nous, à l'UNESCO, c'est encore une fois, c'est qu'on puisse contribuer à travers les États membres pour rendre cet acte mondial solide, ambitieux, et qu'on soit sûr aussi que tous les efforts qui sont faits par nos États membres soient reconnus. Parce que comme nous, les réserves de biosphère, on est un territoire un peu, je dirais, avant-gardiste où on a plusieurs ministères, plusieurs institutions qui travaillent ensemble, qui coopèrent. On est vraiment des territoires plateformes de coopération. Donc, on a des liens entre des agences de conservation, mais aussi des agences forestières, des villes, des municipalités, des villages, même, je l'ai dit, des capitales hein, d'États. Parfois, ça ne rentre pas dans les cases, ni de l'Union européenne, ni du CIN. Donc, le plus simple, c'est de nous enlever de l'équation. Mais on fait des calculs sur le pourcentage d'aires protégées au total. Donc, on a ces délais-là, et je pense que ça, c'est relativement facile à trouver. L'enjeu, c'est, comme je l'ai dit précédemment, c'est aussi de se dire que la conservation ou le lien avec le vivant peut se faire au-delà des aires protégées strictes. Et donc, je pense que le concept de OICM, c'est une tentative vers ça, d'inclure d'autres mesures de conservation qui ne sont pas strictement les aires protégées ou les réserves naturelles. Et nous, on aimerait bien contribuer à l'UNESCO et à travers le programme MAB à ce qu'effectivement, cet enjeu de conservation il soit approprié au-delà, encore une fois, de surface ou de cadre institutionnel pour que tous les acteurs, comme l'a très bien fait le chef Laurent Petit, écoutent la nature, comme il a très bien dit, la regardent et se rendent compte qu'on fait partie de ce vivant-là, encore une fois, même dans des systèmes urbains qui semblent très éloignés du vivant. Mais pendant le confinement, on a bien vu à Paris et dans d'autres villes qu'entendre le bruit des oiseaux, qu'entendre, qu'on s'écoute vraiment et si on regarde, il se passe des choses aussi en biodiversité, y compris dans les villes. Et je pense que ça, c'est très important. Et ce que font les chefs dans des capitales, parce que souvent leurs restaurants sont dans des grandes villes ou dans des capitales, où remontrer ce lien à la nature et au vivant partout où on habite, c'est un enjeu fondamental. Et la nourriture, Martine, ce n'est pas essentiel, mais il faut regarder ça de manière, ça l'est pour moi en tout cas, parce qu'il faut qu'on mange toujours et si on ne mange pas au bout de 15 jours, on meurt. L'eau, c'est encore plus important, mais c'est important comme exemple pour montrer toutes les interactions qu'il y a. Ce n'est pas seulement manger, c'est tous les acteurs, toute la chaîne derrière, économique et sociale, qui fait qu'on peut manger et qu'on peut manger différemment. Comme l'avait dit aussi M. Vassen, sur cette labellisation soutenable, manger différemment. C'est très important, ce sont des changements, des bascules culturelles et des normes qui font qu'on pourra sans doute arriver à fonder notre lien au vivant. Donc la nourriture, ça me paraît un vecteur très, très puissant pour contribuer à ce changement. Merci Myriam. J'ai une autre question, en fait pour tous les orateurs, c'est-à-dire les deux derniers orateurs ont parlé spécifiquement de restaurants privés, avec des produits locaux, des aliments locaux, dans des restaurants, mais privés. Mais dans les États membres de l'Union,
il y a des règles de marché public, probablement, qui vont faire en sorte qu'il sera difficile de trouver des critères basés sur un lieu pour désigner des aliments locaux pour les cantines ou les restaurants dans des endroits publics, si vous voulez. Et donc, on sait bien que si on veut que les générations futures comprennent bien les choses, il faut les aborder très tôt dès l'école, en fait, et leur donner des aliments locaux à l'école déjà. Est-ce qu'il y a des moyens? Est-ce que vous pouvez penser à des moyens, en tant qu'orateur ici, pour amener plus d'aliments locaux dans les écoles, dans les hôpitaux, etc.? Est-ce important d'ailleurs? Mais oui, je peux peut-être commencer, Martin. Allez-y, allez-y. En Italie, nous avons une loi spécifique qui permet aux organismes publics de favoriser des produits locaux lors de marchés publics pour des restaurants collectifs, écoles, hôpitaux ou autres. Et donc, Upvivion a choisi, lui, de se concentrer sur les restaurants privés parce que là, il n'y a pas de loi qui dit à un restaurant local, favoriser les aliments locaux ou donner une priorité aux aliments locaux. Il n'y a rien de cela. Et en outre, nous souhaitons aussi impliquer tous les types de restaurants. Par exemple, pour les 37 restaurants de la dernière édition, nous avons un restaurant 2 étoiles, mais aussi des restaurants très petits, tout à fait locaux, qui sont plutôt marginaux. Donc, c'est une approche tout à fait démocratique. Et tout le monde peut participer, en fait. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir sur ce point? Bien. Alors, j'ai une autre question. Vous la lisez d'ailleurs vous-même, probablement, Franck, vous l'avez vu ici, de Torranes en Norvège, qui dit, Franck, nous vivons sans doute ici une extinction massive de certaines espèces. Est-ce qu'il est important de changer cette culture et notre exploitation de la nature, donc avec justement les réserves de biosphère? Ces réserves pourraient réaliser quelque chose qu'une législation n'obtient pas. Est-ce que l'on ne devrait pas être attentif alors à ce concept de la réserve de biosphère en tant que telle? Mais ça, c'est pratiquement une question philosophique. Je ne suis pas sûr que je puisse y répondre parce que cette question peut être posée à tout le monde. Et il n'y a pas de question de maintenir des questions de vie privée par rapport à une question comme cela. Mais c'est l'occasion pour moi peut-être de dire autre chose. Myriam, vous avez dit, dans les régions de montagne, le développement durable et la conservation de la biodiversité sont souvent compatibles, de fait. C'est vrai, évidemment. Et nous avons beaucoup d'exemples. Et en fait, la menace dont je parlais, c'est plutôt l'abandon. Le fait que vivre dans ces régions n'attire plus suffisamment les gens et les gens s'en vont. On voit cela se passer dans beaucoup de régions. En même temps, on y constate de bonnes pratiques. Et je pense que certaines réserves de biosphère ont des bonnes pratiques qu'il faudrait mieux promouvoir. Et je pense que nous devrions d'ailleurs, ça devrait être vraiment un de nos domaines d'activité clés pour l'avenir. Mais je dois quand même lancer un petit avertissement en ce sens que souvent ce que nous constatons, c'est que la raison pour laquelle dans les régions de montagne, la conservation de la biodiversité et le développement durable sont compatibles, c'est parce que la menace principale, c'est l'exode. Et parfois, et nous le voyons de plus en plus avec de nouvelles évolutions technologiques, de nouvelles espèces de plantes, par exemple, de nouveaux pesticides, par exemple, qui tout à coup, dans une région particulière, entraînent un changement. Elle était menacée d'exode, or maintenant, c'est plutôt l'intensification qui devient un danger. On a quelques exemples comme cela. Malheureusement, tout le système pourrait s'effondrer simplement parce que des intérêts économiques différents vont intervenir. Je pourrais citer des exemples, mais ça sortirait de notre sujet aujourd'hui. Mais donc, je pense qu'on ne peut pas seulement
se fier à des approches volontaires. Il faut trouver des moyens, et c'est lié à la question de la redistribution des moyens de financement hein, entre les différentes régions, dans le cadre d'un organisme européen ou autre. Hein. Mais je pense qu'il faudra aussi penser à cela à l'avenir, c'est-à-dire apporter une aide à certaines régions pour éviter ce passage d'un système, d'une menace, exode, à une autre menace, l'intensification de l'exploitation, pour maintenir en vie ces régions rurales. C'est vraiment un défi et je crois qu'il n'y a pas de solution unique. Merci beaucoup, Frank. En fait, il y a une autre question pour vous, si vous voulez bien. La question, c'est est-ce que les pays de l'Union ne seraient pas découragés d'augmenter la protection si le niveau de 30% était fixé au niveau de l'Union et si les objectifs sont, eux, plus spécifiques au niveau national? C'est un bon point. C'est une question que nous nous sommes posée aussi. En fait, l'objectif ne sera pas fixé au niveau de l'Union, mais à un niveau plus régional ou pararégional. Hein, donc, mais malgré tout, je m'attends à des problèmes. C'est tout à fait juste. Il y aura sans doute des discussions. Je pense que la Commission, lorsqu'elle a formulé ces dispositions, était bien consciente des sensibilités qu'il y avait si on imposait un chiffre identique. On dit plutôt que chaque État membre doit apporter sa juste part. Et là, il faudra voir ce que ça représente dans la pratique. Il est clair qu'on devra aussi dépendre de contributions volontaires de certains États membres. Notre travail consiste à faire en sorte que ce soit possible en leur fournissant les mécanismes nécessaires en vue d'une coopération. Oui. Mais c'est une excellente question. Merci. Bien. Question pour Myriam. Comment faire prendre conscience des réserves de biosphère et inclure les jeunes dans leur promotion et leur protection? Alors, j'espère qu'on va profiter de la célébration du 50e anniversaire du MAB pour partager justement toutes les pratiques, toutes les solutions, les expériences qui ont été accumulées dans les différents pays et les écosystèmes. Je suis vraiment d'accord aussi avec ce que vous avez dit, Franck, qui c'est pas seulement le volontariat, en fait, c'est un engagement à différentes échelles, différents ministères. Nous, on voit bien dans l'expérience des réserves biosphères qu'il y a l'engagement des citoyens, mais qu'il y a le soutien des municipalités ou de l'État qui est indispensable. Et c'est vraiment un partenariat qui fonctionne comme ça, une plateforme de coopération locale, mais qui relie le national et l'international avec l'UNESCO. Et donc ça fonctionne bien, y compris avec le secteur privé et les entreprises qui sont dans les territoires et qui vont créer justement de la vie et de l'emploi et cette dynamique sociale et économique. Je suis aussi d'accord que dans de nombreux cas, et particulièrement dans les écosystèmes comme ceux de montagne et dans d'autres, il peut y avoir des espaces et des communautés qui sont un petit peu privilégiés parce qu'il n'y a pas d'accès ou parce qu'il y a un tissu social qui est différent. Et il y a des réserves biosphères qui ont été créées parce que justement les jeunes quittaient et allaient vers les capitales et l'île parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne sont pas connectés à une vie culturelle intense ou qu'ils n'ont pas accès à ce que la jeunesse a envie en termes de vie sociale, hein, de restaurants, de sorties, etc. Il y a beaucoup de réserves de biosphère, notamment dans l'Union européenne, qui ont créé des territoires pour justement montrer qu'on peut créer une dynamique économique et sociale si on s'investit là où on habite. Je pense au Canada ou dans d'autres endroits ou en Allemagne, où il y a ce phénomène de déruralisation et de personnes qui vont quitter pour aller dans les capitales.
C'est intéressant de prendre ça en compte, ces dynamiques, parce que nous, on a, en France, notamment peut-être en Union européenne, il y a de plus en plus de jeunes qui quittent les villes pour aller justement maintenant dans les régions, les territoires et se reconnecter à ce vivant. Donc, je pense qu'il faut effectivement prendre en compte ces changements de relations avec le vivant, de mode de vie. Les jeunes avec lesquels on travaille, nous, au MAB, on a un réseau de jeunes qui est organisé par région, qui est très dynamique. Et j'espère que pendant le 50e anniversaire, ils vont aussi être les porte-parole de la vision d'avenir, de ce changement, acteurs du changement, et de dire de manière très claire ce qu'ils ont envie de vivre pour les prochaines années. C'est intéressant de voir que leur valeur est portée sur on ne veut pas de travail si ça détruit les ressources de la planète, on ne veut pas de travail dans cette entreprise ne respecte pas l'être humain ou le vivant. Donc il y a des changements comme ça de paradigme, de valeurs et de normes qu'on expérimente nous dans les réserves de biosphère et qui serait intéressant de partager avec vous parce qu'on a sur certains données sur 10-20 ans ces mouvements de migration des jeunes vers l'île et puis de retour où le fait de créer une dynamique dans un territoire, ça attire des entreprises, ça attire une vie sociale qui est basée sur des valeurs liées à l'environnement. Donc, vous pouvez avoir des sites, des réserves de biosphère qui vont dire notre objectif, c'est qu'on devienne 100% territoire durable, y compris en énergie, y compris on arrête, on recycle les déchets intégralement, etc. Donc, des vrais objectifs de société qui vont expérimenter de A à Z dans le territoire, quelle que soit l'échelle du territoire. Et ce serait vraiment intéressant, oui, au niveau de l'Union européenne, de prendre en compte ces dynamiques villes, rurales, et ce changement de regard aussi qu'on peut avoir sur l'agriculture. Moi, je viens d'une famille, mes grands-parents sont agriculteurs, des deux côtés, et c'était un métier qui n'était pas très considéré il y a 2 générations, comme d'ailleurs chef cuisinier. Maintenant, c'est des stars pour beaucoup d'entre eux, mais il y a des changements de regard sur certains métiers, et l'espoir qu'on a pour les jeunes, terminer là-dessus, y compris au MAB, c'est que justement, ils soient les ambassadeurs de métiers nouveaux, où être un métier qui respecte le vivant, c'est ça l'avenir. C'est ça les nouveaux héros, c'est ça l'objectif qu'on aimerait. Donc, il y a un réseau de jeunes et ils sont très actifs et très porteurs dans notre réseau. J'espère que j'ai répondu, Martin. Merci, Mariam. Je pense que c'est un excellent mot de la fin pour ce webinaire. C'est la première fois que j'anime ainsi un webinaire. Je pense que ça s'est bien passé. Merci beaucoup à nos 4 orateurs, en tout cas pour leur présentation et pour nous avoir donné faim pour beaucoup de choses aussi intéressantes par rapport à l'avenir qui ont été dites. Je pense que nous avons la matière de réflexion, que ce soit concernant l'alimentation, la biodiversité, la protection de la biodiversité et les collaborations possibles entre nous. Chacun doit travailler de son côté de façon séparée aussi, mais il faut aussi collaborer et il faut des approches réalistes par rapport à l'évolution, par rapport au développement durable dans les réserves de biosphère en général, mais de montagne en particulier. Voilà, alors ceci est excellent, ayant inclus le programme MAP et Euromontana. J'espère qu'il y aura de nombreuses connexions dans l'avenir entre ces 2 réseaux et j'espère aussi qu'il y aura un espace quelque part dans la législation de l'Union, des choses qui vont se faire, qui reconnaîtra les caractéristiques particulières des montagnes et des réserves de biosphère. Voilà, je pense que Franck y est très intéressé, c'est déjà un bon point. Merci beaucoup à tous, aux orateurs et aux participants de l'ensemble de l'Europe. Cela a vraiment été une assemblée très internationale, d'après ce que j'ai pu constater, et Euromontana va donc faire parvenir les présentations à tous les participants à l'avenir et vous pourrez participer à d'autres webinaires dans les mois à venir. Merci beaucoup.